Chapitre 4. Le prêt ministériel. Le soleil se couchait sur Lomé, teintant le ciel de reflets dorés. Au cœur du quartier administratif, la Banque centrale du Togo s'élevait, imposante, avec sa façade de verre et de marbre. Derrière ses vitres, l'ambiance était loin d'être sereine. Depuis la fin d'après-midi, des murmures circulaient entre les employés sur une visite imminente du ministre Lawson. Certains affirmaient qu'il venait exiger un nouveau prêt aux allures de scandale cimentier. Vers 19h, alors que la plupart du personnel songeait à quitter les bureaux, un convoi de véhicules noirs pénétra dans la cour. Les agents de sécurité, sur le qui-vive, s'écartèrent, reconnaissant la silhouette du ministre lorsqu'il sortit d'une berline aux vitres teintées. Togbui Lawson, l'homme qui incarnait l'autorité économique la plus redoutée du pays, paraissait déterminé et contrarié à la fois. Il ne prit pas la peine de saluer quiconque dans le hall. Accompagné de 2 conseillers, il marcha d'un pas ferme jusqu'à un ascenseur réservé à la direction de la Banque centrale. Les rares employés présents, sidérés, s'échangeaient des regards inquiets. Certains avaient déjà assisté à de telles scènes, le ministre arrivant en soirée, réclamant des opérations urgentes et opaques, toujours pour de soi-disant besoins de l'État. Mais cette fois, la rumeur murmurait qu'il exigerait un transfert massif sans garantie ni remboursement prévu. Au 8e étage, le gouverneur de la Banque centrale, un homme à la fois respecté et craint, attendait dans une grande salle de réunion vitrée. Son visage exprimait la résignation. Quand la porte s'ouvrit sur Lawson, il se leva par politesse. « Honorable ministre, je ne m'attendais pas à vous voir à cette heure », commença-t-il, la voix peu assurée. Lawson, sans le moindre sourire, s'installa en bout de table. Ses conseillers prirent place à ses côtés. « Gouverneur, nous allons faire simple », lança-t-il d'emblée. « J'ai besoin d'un trait conséquent, en devises étrangères, transféré sur un compte offshore, sous mon nom. Vous vous chargerez des formalités. » Le silence tomba lourdement. « Pardon, monsieur le ministre », osa le gouverneur, cherchant à masquer sa stupeur. « Je vous apporte un dossier », répondit Lawson en tapotant un épais porte-document posé devant lui, « qui justifie officiellement ce prêt d'urgence pour un projet d'infrastructure stratégique. Mais entre nous, je n'ai l'intention de restituer quoi que ce soit. Vous comprenez ?» Le gouverneur déglutit, conscient du caractère illégal d'une telle opération. Les prêts du gouvernement passaient normalement par des procédures complexes et validées en conseil, et non par des injonctions nocturnes. Mais dans ce Togo qu'il chapeautait, Lawson s'était forgé une réputation. Nul ne l'affrontait sans en payer le prix. Les quelques hauts cadres de la banque présents autour de la table seraient dire. L'un d'eux, osant un geste de prudence, risqua « Excellence, la banque a déjà des équilibres délicats. Pomper ainsi un montant élevé peut déstabiliser nos réserves de change. Nous risquons d'accroître l'inflation, de fragiliser le franc CFA localement. » Lawson aima un sourcil, l'air narquois. « Ce n'est pas mon problème. Trouvez une ligne de trésorerie, émettez s'il le faut des avances dans vos comptes internes ou manipulez comme vous savez le faire. L'essentiel est que d'ici 2 jours, la somme figure sur ce compte-ci, dit-il en glissant une note. Je me fiche de vos états d'âme. » Le gouverneur échangea un regard consterné avec ses collaborateurs. Tous savaient que s'opposer frontalement au ministre pouvait signer la fin de leur carrière, voire pire. La réunion s'acheva dans un climat de tension absolue, Lawson se levant pour partir, comme il était arrivé, avec l'arrogance de celui qui n'a besoin d'aucune justification. Dans les couloirs, la nouvelle filtra rapidement. Le ministre veut un énorme transfert sur son compte perso à l'étranger. C'est encore pire que la dernière fois. Dans les bureaux, on s'indignait à voix basse, hors de portée de micro-potentiel. Un agent à lunettes, spécialiste des opérations en devises, enrageait. Il nous demande de fouiller dans nos réserves en dollars, destinées théoriquement à réguler la parité du franc CFA, et de tout envoyer à Lawson. Après, il dira que c'est pour stabiliser l'économie, ou je ne sais quoi, alors qu'on sait tous que ça aggravera la masse monétaire à couvrir. Sa voisine, chargée de la comptabilité analytique, hocha de la tête. Ça va encore se répercuter sur l'inflation. On va devoir compenser ces faux prêts par de nouvelles émissions, et les petits Togolais en paieront le prix. C'est écœurant. Le bruit courait déjà que ce genre de pratique n'était pas inédit. Lawson aurait répété ce manège plusieurs fois, détournant au passage des sommes colossales, sous couvert d'opérations d'État fictives. Mais cette fois, le volume évoqué dépassait l'entendement. Beaucoup craignaient que le système ne tienne plus longtemps. Si la corruption et l'abus de pouvoir pouvaient à eux seuls dicter la politique monétaire, alors rien n'empêcherait une crise profonde.
En fin de journée, un employé bien intentionné, qui connaissait Kofi Adhanou de vue, prit le risque de l'appeler discrètement. Kofi, occupé à réviser une section du projet de loi chez lui, reçut ce coup de fil avec surprise. Les détails du prêt imposé par le Sun le laissèrent atterré. Aussitôt raccroché, il composa le numéro de Maître Essogancé. « Maître, c'est encore plus grave que ce qu'on imaginait. On me dit que Lawson est venu en personne ordonner un transfert massif, un prêt sans clause de remboursement. Je me doutais qu'il mijotait une magouille, mais pas à ce point. Cette opération va sans doute alimenter l'inflation. Ils devront émettre plus de monnaie pour masquer le trou dans les réserves. » Kofi serra le poing. « Et nous, on s'évertue à construire un cadre légal pour que les gens puissent se protéger via des stablecoins ou des monnaies privées, pendant que lui pioche à volonté dans la banque centrale. C'est un pillage pur et simple. »« Calmons-nous, dit Gancé d'un ton grave. La colère est justifiée, mais on ne peut rien faire de direct pour bloquer ce transfert, pas sans courir un risque énorme. Nous devons redoubler d'efforts pour finaliser le texte, trouver des soutiens et prouver que cette dérive autoritaire met en danger l'économie togolaise. » Kofi soupira amèrement. Il imaginait déjà les conséquences. Plus le ministre viderait les caisses, plus le franc CFA local serait sous tension, plus les Togolais ressentiraient la hausse des prix. Or, c'était précisément dans ce contexte que le besoin d'un free banking ou d'un stablecoin devenait critique. Le lendemain, la rumeur s'était étendue en ville. Quelques économistes de la place, dont Dr Akwete, fulminaient en privé. « On va se retrouver avec une baisse nette de nos réserves de change une fois de plus. Comment maintenir la parité si la Banque centrale est née à blanc ?» Dans certaines rédactions de presse, on s'apprêtait à publier des allusions à un gros scandale, mais la peur de la censure gouvernementale en dissuadait plus un an. Au marché de Lomé, on ne parlait pas explicitement de l'affaire, mais un ressenti diffus d'injustice régnait. Les commerçants percevaient bien que plus la politique monétaire était aux mains d'un cercle fermé, plus les taxes et l'inflation finiraient par les étrangler. De son côté, Amakuko, informée par Kofi, sentit une rage froide l'envahir. Elle venait de passer du temps dans les campagnes à montrer aux gens qu'un autre horizon était possible, tandis qu'en haut lieu, Lawson détournait l'équivalent de millions de dollars. Cette fracture entre l'élite et le terrain ne cesserait de grandir. Pour Kofi et Maître Essogancé, la découverte de cet abus confirmait la pertinence du projet de loi qu'il préparait. Si les citoyens disposaient d'un moyen légal de stocker leurs richesses hors de la sphère du franc CFA manipulé, les manœuvres de Lawson n'auraient plus le même impact sur leur vie. Bien sûr, c'était encore un rêve, vu la résistance certaine de l'appareil de l'État. Dans un bureau discret de Lomé, Kofi, Gancé, quelques alliés improvisèrent une réunion. Chacun était sous le choc du prêt ordonné par le ministre, mais tous s'accordaient. Plus la dérive du pouvoir serait flagrante, plus la population, ou du moins une partie d'elle, pourrait se laisser convaincre de l'idée d'un monnaie parallèle régulée, en toute transparence. « Nous devons rendre public, subtilement, ce scandale », suggéra un ami journaliste. « Au moins glisser l'information que la Banque centrale finance quelque chose d'anormal, surtout mettre en lumière que cela avait alimenté l'inflation. Et nous appuyer sur des députés qui soupçonnent déjà le ministre, » ajouta Maître Essogancé. « Peut-être pouvons-nous provoquer une session de commission parlementaire. » Mais tous savaient que le Sun n'hésiterait pas à répliquer par des accusations de diffamation ou des pressions directes. L'ombre du ministre planait sur chaque initiative. Dans les jours qui suivirent, l'institution monétaire nationale, déjà fragile, bouillonnait de commentaires discrets. Les employés se savaient complices, forcés de ce prêt que le ministre s'octroyait. Certains, honteux, envisageaient de quitter leur poste, tandis que d'autres, plus cyniques, se disaient qu'on ne pouvait rien y faire. Les rumeurs sur l'inflation à venir couraient dans les rues, alimentant une colère latente contre le régime. Kofi et Maître Essogancé, eux, comprenaient que ce scandale, loin de les décourager, donnait un argument majeur à leur plaidoyer. On ne pouvait pas laisser un seul homme piocher dans la Banque centrale au détriment de millions de Togolais. L'idée même d'un cadre légal pour des monnaies privées, arrimée à des actifs plus stables, prenait tout son sens. S'affranchir d'un État corrompu qui manipulait à sa guise les flux monétaires. Ainsi s'achevait ce chapitre dans une ambiance de révolte contenue. Le prêt scandaleux du ministre Lawson devenait le catalyseur ultime d'une volonté de réforme radicale. Mais la route restait semée d'embûches. Entre menaces officielles, médias effrayés et parlementaires hésitants, la marge de manœuvre de Kofi et ses alliés se rétrécissait. Pourtant, jamais ils ne se sentaient si convaincus de la nécessité de leur combat.